Tu veux que je te le donne, tu vois, voilà quoi, je veux dire, ça c'est... Salut à tous, c'est reparti, un troisième Lean & Wine, on est chez RSM Méditerranée, cabinet d'expertise comptable et d'audit. Salut Agathe. Salut Christophe. On est, je crois, dans ton monde ce soir. Complètement, on est chez les experts comptables, le monde des chiffres, les commissaires aux comptes, les gens qui préparent les payes. Moi je trouve que c'est génial, on a fait JV Web, on a fait la brigade de Véro, on nous dit souvent que le Lean c'est que pour l'industrie automobile. Aujourd'hui on va voir concrètement comment ça se traduit dans une boîte de service et surtout dans un monde de la paye, etc. etc. T'es prête ? Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez c'est parti, on y va. Vivement les vacances. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Je n'ai pas changé d'adresse. Bonjour, donc moi Luc Petitot. Ça se voit pas mais je suis expert comptable. Depuis très longtemps maintenant. Donc RSM, là où vous êtes, très rapidement, je vais commencer par tout en haut, rien que pour en jeter. RSM, international, 6e réseau international d'expertise comptable et d'audit. En France, je crois qu'on doit être 8e. Donc la France, c'est à peu près 1500 collaborateurs répartis sur 5 régions en France, donc, dont Montpellier. Et puis à Montpellier, RSM Méditerranée, c'est les premiers, voilà, tout simplement. Sans fausse modestie. Hein. Nos métiers, vous les connaissez sans doute à peu près tous. Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur. Donc un cabinet d'expertise comptable. On fait de l'expertise comptable, donc de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit légal contractuel. Dans l'expertise comptable, on a aussi du social. On fait aussi du juridique en droit des sociétés. Et on fait des activités conseils très diverses pour accompagner nos clients dans toute la phase d'évolution de leur entreprise, que ce soit lors de la création ou jusqu'à la vente de l'entreprise. Des activités de conseil qui accompagnent nos clients sur cette partie-là. Voilà, pas plus sur notre métier, mais rien de très fun comme ça, a priori. On s'est dit, bon, c'est Lean & Wine, il faut expliquer ce que c'est le Lean. Et on s'est dit, la meilleure manière de le faire, c'est finalement reprendre il y a 6 ans notre histoire. Notre histoire, parce que, notre histoire collective. Et peut-être démarrer avec le point de départ il y a 6 ans. C'est quoi le déclic ou c'est quoi la situation, quoi. En tant qu'entrepreneur, on agit souvent par nécessité quand on est au pied du mur et quand on a très mal. Et moi, j'avais très mal sur un sujet qui était la gestion du pôle social. Donc tout ce qui est délivrance de nos missions, bulletin de paye, contrat de travail, charges sociales, tout ça, que j'avais initié il y a une quinzaine d'années au sein du cabinet RSM. Et j'avais très très mal sur ce segment-là. Et puis il y avait un événement important, c'était un grand virage pour moi, c'est-à-dire je vais arrêter de faire d'expertise comptable, je vais le confier à un jeune et talentueux manager qui venait d'obtenir son diplôme d'expertise comptable qui s'appelle Thomas Coutelier, qui depuis donc est devenu associé. Et je lui dis, écoute, prends l'expertise comptable, moi je vais aller regarder ce qui se passe du côté du social parce que ça va pas bien. Ça va tellement pas bien que c'est 80% de mes emmerdes du quotidien. C'est un centre c'est une activité qui perd de l'argent. C'est-à-dire que globalement, je vais faire court, on n'en était pas loin au chiffre d'affaires égal masse salariale. Je peux vous dire, juste pour ceux qui dirigent des entreprises, que c'est pas top comme résultat. Et puis non seulement ça va pas bien parce que ça me stresse du matin au soir, ça gagne pas d'argent et en plus nos clients sont hyper insatisfaits de la prestation. Donc risque de perdre nos clients sur toutes les autres prestations qu'on peut leur offrir, à la compta, à la fiscalité, le juridique. Et donc, quand je suis arrivé dans ça, j'étais face à un mur parce que c'était en plus un métier dont je n'avais aucune compétence technique. Parce qu'il faut savoir qu'un expert comptable, quand vous parlez de comptabilité, ça va à peu près. De fiscalité, il bricole. Mais alors en social, alors là, c'est la panique à bord. Donc, j'arrivais en plus dans un métier où je ne comprenais pas, où je n'avais pas de repères techniques pour aider mes collaborateurs et je me suis dit, mais alors comment je fais ? Parce qu'avant j'étais expert comptable, donc je faisais de la comptabilité, de la fiscalité, j'étais le sachant, je savais tout, donc je pouvais dire à tout le monde comment faire. Et là, alors là, perdu. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Christophe. Ok, donc vous avez un problème, il y a une situation de crise, faut le dire, et là il y a le Lean. Mais il n'y a pas que le Lean dans la vie, donc pourquoi le Lean ? Moi, à l'époque, j'adhérais au CJD, je ne sais pas si vous connaissez. Et la réflexion du CJD, c'était de savoir c'est quoi la posture d'entrepreneur, c'est quoi d'être entrepreneur, c'est quoi d'être chef d'entreprise. Donc cette prise de recul. Et moi, j'avais été séduit par un concept qui s'appelle l'entreprise libérée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'entreprise libérée, mais quand vous regardez des posts, quand vous lisez des articles et des livres là-dessus, c'est génial. C'est absolument génial.
Alors, moi qui suis un paysan à la base, parce que ma première formation c'est technicien agricole, entreprise libérée, paysan, il y a un monde qui était beaucoup trop loin. Et quand j'ai rencontré Christophe au travers de Jonathan, qui m'a présenté l'homme providentiel, finalement j'ai compris que le lean, c'était quelque chose qui ressemblait à l'entreprise libérée, mais qui avait un cheminement qui était très concret. Parce que le cheminement d'entreprise libérée, j'ai toujours pas trouvé. J'ai vu la finalité de ce que ça pouvait donner, mais le chemin qui y amène, j'ai pas compris. Alors que le lean m'a apporté les premiers pas, cette notion de premier pas dont on parle souvent, prochain pas, premier pas, dont on parle souvent en lean, m'a permis effectivement d'accrocher les wagons en disant voilà, j'ai peut-être trouvé un chemin qui va me permettre d'avancer par rapport au mur qui est devant moi. Si on continue là, premier pas, c'est quoi les premiers pas concrètement quand tu découvres l'approche? Alors le premier pas, il a été relativement simple. Enfin simple, non pas simple. Moi j'étais complètement embourbé dans des problèmes de relations humaines de mes équipes. Donc je passais mon temps à gérer des conflits humains. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais franchement, vous allez mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ça finit toujours en jus de boudin, cette histoire. Et donc je passais mon temps à regarder ça. Et le premier pas, ça a été de dire, mais finalement, je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je dois regarder? Et le premier pas, ça a été d'orienter mon regard. Qu'est-ce que tu cherches à réussir? Moi, je cherche à réussir juste une chose, la satisfaction de mes clients. Parce que moi, je prends du plaisir dans mon métier quand j'ai un client qui est satisfait. Quand il me dit chouette, c'est sympa, on a fait quelque chose de sympa ensemble, merci. Et donc, le premier pas était de se dire, on va changer notre regard, on va aller regarder nos clients et pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Premier pas, facile? Non, pas facile parce qu'à regarder les choses en face, des fois, ça fait mal. Ça fait remonter toute son incompétence. Donc, très dur, effectivement, ce premier pas, parce qu'il a fallu qu'on mette sur la table tous nos problèmes. Et franchement, il y en a qu'on n'a pas envie de regarder comme problème. Et avec le lean, on t'apprend à tous les regarder et à ne pas en avoir peur. Qui pratique le lean dans la salle? Ok, donc il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est le lean. Quelle serait ta définition à toi? Moi, je dirais que le lean, c'est une posture managériale. C'est regarder les problèmes, c'est regarder l'autre, c'est regarder les bons problèmes, c'est regarder les vrais problèmes et s'attaquer effectivement à comprendre l'origine du problème, à accompagner l'évolution pour faire en sorte qu'on résolve le problème. Donc c'est une méthode de résolution de problèmes qui s'intéresse d'abord aux clients et qui s'intéresse aussi beaucoup aux collaborateurs sur comment les faire grandir. On en parle beaucoup. Alors c'est rigolo parce que le Lean et RSM ont trouvé un mot qui est commun, qui est grandir ensemble. Et donc effectivement le Lean, c'est comment j'apprends à grandir avec l'autre, comment je fais grandir l'autre. Une des évolutions qu'on apprend aussi en Lean, c'est d'arrêter de prendre des décisions. C'est-à-dire que vous connaissez tous le schéma classique d'une entreprise. Il y a la grande direction en haut qui se réunit dans des grandes salles ou dans un grand hôtel, généralement 5 étoiles, parfois très loin, pour réfléchir à la stratégie de l'entreprise et au plan d'action classique. Et ensuite, elle définit qui va conduire les plans d'action et elle dit aux autres, voilà ce qu'il faut faire. Le Lean, c'est tout l'inverse. Et il y a une chose qui m'avait beaucoup, une anecdote qui m'avait beaucoup surprise. Au bout de 2 ou 3 mois, j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir et qui vont me dire, bon, ça y est, maintenant il est temps de prendre des décisions là, parce que ça tourne en rond. Et la difficulté, c'est de résister au fait de prendre les décisions pour des autres. Parce que finalement, les opérateurs, ceux qui sont sur le terrain, sont souvent les plus à même d'apporter les bonnes réponses. Parce qu'entre ce qu'ils vous expliquent, ce qu'on comprend et ce qu'on décide, il y a tellement de filtres qu'à un moment donné, on prend une décision, c'est ce qui est souvent à côté de la plaque. Et puis ça entraîne besoin de réparer parce qu'on est à côté de la plaque, donc on répare. Et donc là, on rentre dans un schéma permanent de réparer ses propres erreurs qu'on a fait commettre aux autres. Donc on démarre, on se dit que on remet au centre, on n'a pas peur de visualiser les bons problèmes, on amène le regard sur les bonnes choses, tac. On crée les conditions pour que les gens prennent sur le terrain les bonnes décisions. Ok, super. Est-ce que c'est facile d'afficher les problèmes et de les résoudre? C'est le premier obstacle, c'est d'afficher les problèmes. C'est de faire comprendre à chacun que de parler du problème ou de l'erreur qu'il a commise ou d'un problème qu'il rencontre et sur lequel il a peur d'être jugé, sur lequel il a peur d'être sanctionné, c'est un peu compliqué.
Et c'est toujours cette anecdote, mais je la disais tout à l'heure dans le groupe, sur la première intervention, ce qui m'a bien plu aussi dans le Lean, juste de dire, c'est qu'on n'est pas sur de la théorie, on est sur de la pratique. Ça, c'est de la pratique de terrain. Et quand on a démarré avec Christophe, au bout d'une demi-heure, il me dit, bon allez, ça y est, on va aller sur le terrain, maintenant on a assez parlé ensemble. Dans la première intervention qu'on a faite, un manager on dit, bah voilà le crayon, écris-nous ton problème du jour. J'ai pas de problème. Bah hier, tu as eu un problème. Non, j'ai pas de problème. Et alors là, moi j'ai dit, on a un écart de vision qui est énorme parce que moi je passe 80% de mon temps à résoudre vos problèmes, mais toi t'en as aucun. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et en réalité, pour le manager, résoudre des problèmes, c'était son métier. Donc le problème, c'était une situation normale pour lui parce que son métier, c'était de résoudre des problèmes. Et là, à partir de là, on a commencé à dire, non, c'est pas un problème normal, on va commencer par l'afficher, mais non, mais c'est pas un problème, puisque c'est mon métier de résoudre des problèmes. Alors c'est pas un problème. Et si, on va commencer. Et ça a été, effectivement, le premier pas a été dur de faire afficher les problèmes. Et on avait, et je me souviens, Christophe avait toujours ce truc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réussissait à créer un problème sur le tableau, il disait, ouais, chouette, un problème, chouette, une raison de s'améliorer. Cool. Voilà. Cool. Ok, on a démarré, ça commence à prendre. C'est quoi les premiers résultats? Les premiers résultats, c'est très égoïste, mais c'est ma tranquillité d'esprit. Parce que moi, je passais vraiment 80% de mon temps à faire le pompier. Faire le pompier, je ne sais pas si vous faites ça un peu des fois, mais c'est quand même un petit peu fatigant. Et quand c'est 80% de votre journée, c'est pas très agréable. Donc le premier effet a été la réduction, effectivement, du nombre d'interventions sur lesquelles j'étais amené à participer pour éteindre des incendies. Donc ça a été le premier effet qui a été ressenti très vite. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors après, je ne dirais pas si c'est le premier, mais après, le deuxième effet a été la stabilité de l'équipe. Parce qu'on a commencé à mettre les gens en sécurité. Donc les gens en sécurité se sentaient bien. Donc restaient, et ça c'était mon premier objectif quand on s'est vu, c'était de stabiliser l'équipe, parce que le turnover dans nos métiers c'est horrible à gérer, c'est horrible dans la relation client, parce que plus vous avez de collaborateurs qui changent, plus les correspondants de nos clients changent, et ça devient une source d'insatisfaction des clients. Et puis après, à chaque fois, il faut recommencer l'histoire, ça régénère des problèmes parce qu'on a oublié une information qui avait été transmise à l'autre, mais que l'autre n'a pas transmise à l'autre, donc ça devient compliqué. Donc la stabilité de l'équipe a été la première. A été un effet qui a entraîné ensuite une amélioration. Après, je ne saurais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Je ne saurais pas comment expliquer, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, je ne sais pas si j'en suis là ou si c'est la question d'après. C'est la question, mais c'est bien. Tu es au bon endroit. Je suis au bon endroit. T'es au bon endroit. Très rapidement, il y a eu une croissance assez... Puisqu'on n'a jamais parlé de chiffres, on n'a jamais parlé de rentabilité au départ, et je ne voulais pas en parler parce que ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était mettre mes collaborateurs en sécurité et mes clients qui retrouvent le sourire. Et il y a un truc qui se passe qui est juste magique, c'est que la rentabilité est arrivée très rapidement. Ça nous a permis aussi de s'attaquer à plein de sujets nouveaux, à développer des produits nouveaux, comme par exemple le service juridique, le SIRH. Ça nous a permis aussi de s'attaquer à une typologie de clients qu'on n'avait pas. Historiquement, des clients globalement qui allaient de 1 à 20 salariés. Un dossier de 100 payes, pour nous, c'était waouh, c'était une montagne. Aujourd'hui, on est capable de prendre, on a rentré un nouveau dossier à 800 payes en début d'année, c'est du bonheur. Donc on a acquis, parce qu'il y avait aussi un phénomène, c'est qu'un nouveau client qui arrivait, c'était tout le monde se regardait en disant pourvu qu'il ne me tombe pas sur la tête. Alors qu'aujourd'hui, un nouveau client, on est en démarche commerciale, on a changé aussi notre regard en disant maintenant on va aller chercher des clients. Alors qu'avant, un qui arrivait, c'était waouh, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai vu de nombreuses fois le garder sous mon bureau en disant mais je ne sais pas à qui je vais l'affecter parce que je vais me faire taper dessus. Alors qu'aujourd'hui, on est en attente, on est apte, et certains ont vu le service, ont vu les interventions de Sylvie sur comment on accueille un client. Aujourd'hui, accueillir un nouveau client, c'est juste fluide, quoi. Ça, c'était une grosse source d'ennui pour moi. Un nouveau client qui arrivait, c'était panique à bord. Aujourd'hui, c'est ouf. Et aujourd'hui, même, c'est génial, un nouveau client. Et waouh, un client de 1000 payes demain matin, waouh, on s'éclate. À l'époque, quand on a démarré Lean, on faisait à peu près 5-6 000 bulletins de paye par mois. Aujourd'hui, on en fait 17 000. Et on en faisait 5-6 000 très mal. Et aujourd'hui, on en fait
17 000, alors pas complètement encore, on a encore plein de progrès à faire, on a encore plein de bugs, mais bon, ça n'a rien à voir, quoi. Et j'ai perdu ma manager du pôle social à l'époque, je lui ai dit, moi, ma vision, c'est il faut qu'on fasse 10 000 bulletins de paye. Et elle m'a dit, jamais. Bon, entre-temps, elle est partie. Les enjeux de demain, c'est de continuer effectivement à croître. À croître, pas pour la croissance, un de mes rôles et un de mes enjeux en titre d'un chef d'entreprise, c'est de continuer à faire grandir mes collaborateurs. Pour les faire grandir, il faut que j'augmente les volumes, il faut que je leur permette de progresser, de continuer à avancer dans l'entreprise. On a un champ qui aujourd'hui reste encore très ouvert sur tout ce qui est accompagnement dans la dématérialisation des processus RH chez nos clients. Donc sur ça, on a encore beaucoup de chemin à faire. Dans le conseil, on peut encore aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc c'est aussi ça que nous a appris Lean, à démarrer un nouveau projet, à démarrer une nouvelle ligne de service, une nouvelle offre de service avec méthodologie, sans avoir peur d'apprendre et de continuer à apprendre. Merci infiniment, Luc. De rien, merci à toi Christophe, merci à vous. Si j'ai bien entendu Luc, tu es jeune expert comptable, t'arrives, Ouais. et puis Luc il te dit, bon, on va pas faire comme les autres, on va faire un truc nouveau. Alors, j'étais déjà là quand on a attaqué le Lean, parce que D'accord. pour le Lean, on l'a fait à cause de John. C'est lui qui nous a convertis à la religion. Et donc, du coup, c'était un voyage qu'on a fait à deux dès le départ avec Luc. Par contre, on s'est bien retrouvé dès le départ parce qu'on avait à peu près les mêmes valeurs de mettre en sécurité les gens et de pas fouetter les gens. Parce que le modèle classique du cabinet comptable, c'est t'as un manager qui fouette et les collaborateurs qui tirent. Ils sont tout seuls pour gérer les dossiers, ils n'ont pas d'assistance. Et ben nous, on n'avait pas envie de faire ça en fait. Et c'est ça qui m'a plu chez RSM. Tous les associés sont nos entrepreneurs et ils ont tous des valeurs humaines fortes. Et donc du coup, le combo des deux, c'était évident que j'allais rester là, quoi. C'est pour ça que toi tu fais du Lean. Non, c'était pour pas être en burn-out, en fait. Parce que donc, si on parle rapidement, quand Luc me refile le portefeuille, j'étais manager de son équipe. Donc je récupère 700 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 750. Aujourd'hui, avec mon équipe, on va toucher les 2,4 millions cette année, je pense. Donc ça fait à peu près 200% de croissance. Je suis un peu nul en calcul mental, je suis un amateur comptable, mon fils dit. Ça, je connais pas mes tables de multiplication, c'est dur. Et donc du coup là, j'aurais jamais pu atteindre ce volume-là sans avoir le TPS, sans avoir le framework, la méthode Lean. J'aurais mouru avant en fait. C'est quoi ton produit ? Alors mon produit, c'est compliqué. Mon produit déjà, c'est une personne, c'est un humain. Donc c'est un dirigeant, un directeur général, un directeur administratif et financier. Et si on prend le cas du dirigeant, qui est mon client le plus fréquent, c'est quelqu'un qui a une idée, qui veut régler un problème client. Et du coup, comme il veut régler son problème, il part parce qu'il est entrepreneur, il a envie. Et puis il se retrouve dans une espèce de jungle qui s'appelle le cadre réglementaire français. Et du coup, waouh, mais moi, je sais pas comment ça marche ce truc. Et donc, je vais faire un petit peu Sherpa ou un petit peu guide pour l'aider à y voir clair déjà dans cette truc-là, avec Luc et avec les équipes. Et après, si tout se passe bien, je vais peut-être lui faciliter un peu la vie sur cet aspect-là, lui faire gagner du temps. Et si la relation se développe bien, on arrive dans des partenariats de confiance où finalement, on échange sur ces sujets, on analyse sa stratégie. Parfois on prend un peu de recul et on secoue un peu certains trucs pour que ça bouge. Et donc mon produit, c'est aider le dirigeant à y voir clair. Quand il arrive à y voir clair, essayer de lui faire gagner du temps là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, s'il a envie que je lui fasse le café et que ça a de la valeur pour lui, allons-y, quoi. Comment tu sais que tu es en train de délivrer de la valeur ? C'est pas toujours évident, parce que comme ma matière est complexe, pour moi j'ai réussi mon job si le client a compris ce que je raconte déjà. C'est pas toujours simple. Certains présents ici pourront dire que des fois, c'est pas évident les concepts qu'on manie. Et s'il a compris et que ça lui a facilité sa prise de décision, j'ai réussi mon job. Après, s'il est fier de moi, parce que j'ai des clients qui sont fiers de moi, qui parlent de leur expert comptable à leurs collègues, là, ça me flatte l'ego et je suis content. Et je le vois avec mon indicateur bouche à oreille, puisque c'est mon principal levier de croissance aujourd'hui, c'est mes clients existants. Et donc, s'ils ont les yeux qui brillent, qu'ils sont contents et que j'ai réussi à leur régler 2-3 problèmes et que j'ai réussi à leur alléger la charge mentale, pour moi, j'ai réussi. Le produit, le client, on va parler des collabs. Ouais. Comment tu sais que
tu mets tes collabs sur la bonne voie et que tu développes tes équipes pour maintenir la valeur du client. Alors, je fais toujours gaffe. Je vais rejoindre un peu sur ce que dit Luc, c'est la stabilité. Cette année, mon équipe n'a pas été super stable et ça a été un point d'attention fort pour moi parce que ça pouvait les mettre dans des situations difficiles. Et au final, avec le Lean, justement, la partie visualisation, la partie organisation, bah, mon équipe s'est entraidée à travailler ensemble. Et donc, ouais, mon seul truc sur l'équipe, c'est est-ce qu'ils sont en train d'apprendre des trucs et est-ce qu'ils sont en sécurité. S'ils sont en train d'apprendre des trucs et qu'ils sont en sécurité, c'est cool. Globalement, j'ai pas trop de sujets sur l'envie, parce que j'ai de la chance, j'ai des gens passionnés qui ont envie de tout défoncer, et donc forcément, bah, ils se posent pas la question de pourquoi ils sont là. Donc déjà, t'as pas besoin de les tirer pour qu'ils avancent. Et une fois qu'on a dit ça, par contre, est-ce qu'ils sont pas en train de se cramer et d'être en surchauffe, et est-ce qu'ils sont en train d'apprendre des trucs? La sécurité, justement, tout à l'heure, Luc disait je vais voir les managers et ils me disent non, j'ai pas de problème. Ouais. Comment tu sais que tes collabs sont en sécurité? Bah, si je vois plein de problèmes au mur, en fait. Là où il y a le plus de problèmes qu'on peut visualiser, c'est l'équipe de Mathieu, pour ceux qui ont fait le Gamba. Mais c'est cool, en fait. Plus il y a de problèmes à voir, plus on partage sur les problèmes, plus on est en train de régler des problèmes ou d'apprendre des trucs. C'est quand on les voit pas que ça pose souci. Et plus ça marche, plus nos associés et nos autres collaborateurs ont envie de jouer avec nous, parce qu'ils voient bien qu'il se passe un truc et que ça apporte quelque chose. Ton next step, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de remettre l'intensité dans l'équipe. On est tous d'accord, les collabs m'ont tous dit qu'ils étaient en sécurité. Ils m'ont tous dit, bon Thomas, t'es gentil maintenant, mais là, il faut qu'on envoie la sauce. Donc maintenant, ça va être remettre de l'intensité dans le challenge et se concentrer sur les bons sujets. Et pour moi, le bon sujet, c'est la valeur client. Est-ce qu'on donne de la valeur au client ou pas? Et le sujet, bon, sur les juniors, c'est comment je vous apprends à comprendre le client et à identifier ses besoins. Et pour les team leaders, c'est comment je vous rends du temps pour que vous puissiez aller voir vos clients régulièrement. Voilà, c'est les 2 prochaines étapes concrètes et pratiques. Parce que comme disait Luc, c'est du terrain, c'est pas de la stratégie intellectuelle. C'est pas de la stratégie décidée sur un rooftop, près de la Méditerranée. Non, on a arrêté ça en fait. On comprend vite que ça ne marche pas et qu'on fait des bêtises. Donc ce que je retiens, c'est la sécurité des collabs. On l'a pas mis forcément dans ce sens. On n'a pas parlé de quelque chose dont tu m'avais parlé quand on a préparé l'interview, c'est le rôle des team leaders. Ouais, pour moi, c'est vraiment le truc clé. Et Christophe, on en parlait tout à l'heure. Le Lean, c'est une pratique personnelle en premier, donc ça suppose de se remettre en question. En tant que dirigeant, tout est de ta faute, puisque c'est toi qui dois comprendre ce qui déconne pour apprendre aux autres à le régler. Et donc, je pense que j'étais un peu déformé par cette pratique personnelle où j'étais surtout sur la pratique personnelle. Et en fait, si on veut démultiplier le truc et que ça fonctionne pour tout le monde, il faut que ça puisse se diffuser dans toute l'équipe. Et je pense que j'ai mis un peu de temps à comprendre sur les 3 dernières années que c'était vraiment les team leaders qui allaient permettre de réussir ça. Et Mathieu et les autres m'ont montré que c'était possible et que ça a donné des trucs intéressants. Donc maintenant, comment je leur donne du temps pour qu'ils puissent se consacrer à leur propre pratique et à l'apprentissage de leurs équipes. Leur donner du temps, concrètement? Tu m'en as parlé quand on a préparé l'interview. Ouais. C'est un point important de donner du temps aux team leaders, justement, pour qu'ils puissent... Ça marche, en fait. Hein. Si je prends encore une fois, pour ceux qui ont fait le Gamba sur l'équipe de Mathieu, ils font 1 demi-heure de points par jour. Là, comme ça, on se dit, voilà, c'est quoi ça va être... Comment tu rentabilises 1 demi-heure de 6 personnes tous les jours? Donc 3 heures perdues, non productives. En fait, ça se voit pas. Il n'a pas une moins bonne rentabilité que les autres. Il réussit bien, son équipe a envie. Et rien que ce petit espace qui se sont créés pour faire des échanges entre eux, ça a apporté quelque chose et ça n'a rien détérioré. Ça n'a pas cassé la machine. Ça l'a plutôt accéléré. Donc oui, on a toujours du mal. Je pense quand on fait du Lean, on bloque sur le côté... 50%, le team leader doit accompagner passer 50% de son temps à aider les équipes. Mais en vrai, quand on fait le saut et qu'on y croit et qu'on le fait, on se rend compte que ça marche. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais je vois que dans tes yeux, tu es d'accord avec moi. En vrai, ça marche, vous inquiétez pas. 50% du temps d'un team leader sur du non productif, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut juste qu'il ait les bons codes et qu'il puisse s'en servir. On a pas mal avancé sur les standards. Chaque collaborateur est clair sur ce que c'est qu'un bon collaborateur. Chaque team leader commence à être clair sur ce que c'est qu'un bon team leader. On a une cohésion d'équipe, ils sont OK pour se faire mal, donc ils sont OK pour dire moi je suis OK là-dessus, je suis pas OK là-dessus. Et il
faut qu'on le capture pour accélérer qu'on double-clique, comme tu dis souvent, qu'on double-clique sur un niveau de finesse un peu plus fort et qu'on puisse bien marquer les choses, notamment sur le produit. On fait différents produits. Je suis pas très bon en formalisation et donc du coup je suis pas très fort en standard produit. Donc ma contribution à moi cette année, ça va être de bien apporter le produit, les produits qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent avoir un référentiel dans la relation client qui les aide à augmenter la relation client. Alors une question sur j'en aurais deux. En fait, est-ce qu'avec le gain de temps que vous avez, ça vous permet aussi de travailler de mieux développer votre business et de travailler sur des plans d'innovation au niveau de la boîte? Alors oui, bien sûr, Mathieu, évidemment. Tu vas faire Lean & Wine bientôt. En fait, je sais pas répondre à ta question. Ce que je peux te dire, c'est que ça donne un meilleur focus sur les points d'attention qu'on doit avoir sur notre business. Voilà. Et ça nous a ouvert des possibilités. Puisque comme tu développes les people et que tu te rends compte qu'il y en a qui sont bons dans certains domaines et plutôt dans d'autres, bah, tu te sens plus agile et plus facile sur l'innovation, justement. C'est typiquement le sujet à la mode en ce moment, l'IA, la partie BI, etc. Bah, on a assez vite décidé qu'il y avait 2 personnes qui pouvaient le faire et que c'était bon et qu'on investissait sur elles. Il n'y avait pas trop de sujets. C'est venu naturellement. Donc, je trouve que ça aide à mettre le focus sur les bons sujets. En fait. Et donc mécaniquement, tu te retrouves avec cette prise de recul à regarder ce que tu dois préparer pour le futur et ce que tu dois améliorer dans le présent. Donc oui, du coup. Moi, je te parlerai de façon très concrète. Aujourd'hui, j'ai un prospect qui m'appelle. Je pense que je rappelle dans le quart d'heure qui suit. Eh bien, c'est la base. Mais avant, un prospect qui m'appelait, généralement, je me disais, oh putain, une emmerde qui va arriver. Donc, on va attendre un petit peu qu'il se calme. Et si entre-temps, il peut trouver quelqu'un d'autre, ça sera pas mal. Voilà. Alors, c'est un tout petit peu caricatural, mais c'était pas totalement faux. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on développe, on a commencé une démarche commerciale, ce qui était totalement nouveau, on ne sait pas faire, on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a une sensibilité forte. On a décidé l'année dernière, par exemple, de commencer à répondre aux appels d'offres, le fameux truc là, on a l'impression. On s'est dit, tiens, on va faire le geste d'apprendre à répondre à un appel d'offres par mois. Donc oui, on a dégagé du temps qui nous permet, là aujourd'hui, mon souci, c'est effectivement le développement commercial. Et donc ça me permet d'avoir un focus. Quand je dis on regarde les bons sujets, aujourd'hui mon sujet c'est le développement commercial des entreprises de plus de 100 salariés. Voilà. Ceux-là, effectivement, je mets de l'énergie dessus. Et puis je rebondis sur l'histoire des team leaders. Avant, les team leaders chez moi, les managers, c'était ceux qui faisaient l'essentiel de la production. Et on s'est dit, mais si on commence à leur dire 50% de votre temps, vous allez le passer à manager et à pas produire, c'est magique, hein. Franchement c'est magique. Parce que finalement ils passent réellement 50% de leur temps à pas produire et on a amélioré d'une façon exceptionnelle notre performance commerciale, notre performance économique et financière. Donc oui ça marche. Mais là tu as l'impression que tu sautes dans le vide et tu sais pas si tu vas voler ou te ramasser et finalement on a décollé. Et l'autre question c'était depuis que vous faites du lean, est-ce que vous avez plus de relationnel avec vos clients? Est-ce que vous créez un partenariat en fait avec vos clients? Vous voyez vraiment la différence en fait après Lean du relationnel avec le client? Ah oui, c'est sans doute un des phénomènes les plus forts, c'est qu'effectivement, quand je disais que la première chose avec Christophe qu'on a décidé, c'était sur lequel il m'a ouvert les yeux, c'est regarde tes clients. Et effectivement, avant on subissait. Alors, je dis pas qu'on subit pas quelquefois, hein, très clairement. Mais aujourd'hui, on va au-devant du client. Voilà. C'est encore un apprentissage, c'est difficile, ça c'est pas encore gagné parce que c'est pas spontané, parce qu'on a une typologie de collaborateurs qui ont été habitués, entraînés à recevoir de l'information, à traiter, à renvoyer, mais à jamais prendre l'initiative. Mais ça fait partie, et Sonia nous en parlait dans son OBEA, bah voilà, chaque collaborateur doit rencontrer un client par mois minimum. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais même ça, on a du mal à le tenir. Voilà, donc c'est effectivement dégager ce temps, puisqu'on passe moins de temps à produire, dégager du temps pour aller voir les clients. Enfin, je pense qu'on a la même stratégie avec Thomas sur ça. Notre valeur, elle est là, quoi. Notre valeur, elle est là. Elle n'est pas appuyée sur des boutons pour produire. Là, oui, il faut le faire à un moment donné, mais c'est pas là qu'on crée de la valeur. La valeur, on la crée quand on est chez le client à regarder ce qu'il fait. Guillaume de Focus Création. J'ai une question concernant en fait votre environnement concurrentiel, même si j'ai bien compris que contrairement à nous qui commerçons
des produits manufacturés. En ce qui concerne du moins votre secteur et vos services, je pense que vous êtes moins dans une démarche quand même de prospection, mais il n'empêche que vous commencez à le faire visiblement. Et est-ce que vous observez en fait auprès de vos concurrents également une application du Lean si ce n'est pas le cas, est-ce que vous observez aussi, est-ce que vous recevez plus de CV qu'avant? Parce que y a des experts comptables, juniors ou seniors, qui souhaitent vous rejoindre parce qu'aujourd'hui, ils sont au courant de vos techniques managériales que vous apporte le Lean. C'est pas très confraternel, mais si on regarde le mindset type d'un expert comptable, on est un peu loin de ce que tu dis, en fait. Je pense qu'il y a 80%, ils savent pas ce que c'est que le Lean, ou alors ils le voient comme une méthode d'efficience pour augmenter le EBITDA en bas du compte de résultat, quoi. Donc on n'est pas sur une population très ouverte, on va dire. Et du coup, je te donne un exemple concret, mais moi je kiffe quand je récupère un client d'un autre expert comptable parce qu'en fait, juste en disant je vais être actif, je vais être à l'écoute, je vais répondre à tes questions et je vais te mettre au moins 2 personnes à ta disposition, truc qui peut paraître basique, juste ça, il y a 90% de nos concurrents qui le font pas. Répondre dans les 24 heures, avoir 2 personnes pour s'occuper d'eux, il y a 80% des experts comptables qui le font pas. À prestation égale et coût égal. Donc rien que ça, en fait, c'est mon client préféré, moi, c'est celui qui arrive en disant j'ai cet expert comptable qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, qui n'a pas fait ça. Et juste en la base de la base, qui est facile à faire pour nous globalement, comme disait Luc, c'est jamais parfait, on a toujours plein de problèmes, mais vous savez ce que c'est, vous êtes entrepreneur aussi. Mais juste ça, la base, c'est génial. Et après, par rapport à ta question, entre guillemets, marque employeur, ça nous apporte beaucoup de stabilité dans les équipes. Globalement, les 2 équipes les plus stables, c'est les 2 nôtres. Donc, on n'a pas très bien capturé encore le pourquoi, mais on se dit que ça doit être lié à ça. Et du coup, en termes d'interne, il y a quand même toujours un peu ce côté secte. Et nous, on le met pas en avant. Je sais pas, pour ceux qui ont fait le Gamba avec Mathieu. Mathieu et son équipe lui dit pas on dit pas on va faire du Lean. En fait, c'est la meilleure moyen de fixer les gens et qui disent non, je veux pas ce truc-là. Arrête avec tes méthodes de management à la con. Non, on fait pas de Lean en fait, c'est juste on a une méthode et essaye de t'améliorer, essaye de comprendre tes problèmes. Et le fait de dire on est Lean, c'est plutôt contre-productif côté marque employeur. Par contre, ça nous apporte beaucoup de stabilité une fois qu'on a converti les gens. Mais ça, parle-en avec Jonathan, parce que c'était un des trucs qui lui a... Dans les Gamba qu'on avait vus, c'est en fait les gens qui sont formés au Lean et qui commencent à être vraiment Lean, en fait, ils sont plus compatibles avec les autres méthodes, en fait. Moi, quand j'ai un client qui est Lean, je kiffe parce qu'en fait, on se fout le bordel chacun réciproquement dans la tête et on est content. C'est cool. Tu peux pas arriver avec ce niveau de transparence immédiate avec des gens entre guillemets normaux parce qu'ils comprennent pas comment tu fais pour tout poser sur la table comme ça sans problème, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, non, alors. J'ai envie de dire, parce qu'il y a un autre effet du Lean, c'est d'avoir rencontré plein de gens super. Voilà. C'est pas des clients forcément, mais la porte est ouverte, il n'y a aucun souci. Voilà. Ça c'est fait. Mais ça permet de rencontrer des gens et finalement on se rend compte qu'on travaille avec des gens qui ont une démarche intellectuelle un petit peu similaire à la sienne. Par contre, on n'a pas réussi sur la marque employeur et je pense que je suis pas sûr que ça soit porteur. Je suis pas du tout sûr que ça soit porteur parce que, et j'en reviens au Lean, c'est que le Lean, c'est de la pratique, c'est du quotidien, c'est sur le terrain que ça se passe. On le voit pas autrement. On le voit pas et il y a eu pas mal de presse aussi un peu négative à l'entour du Lean. À un moment donné, parce qu'il y a eu les articles chez Orange, mais le Lean était finalement pour augmenter les cadences à peu près, je résume, c'était ça. Donc c'était pas forcément positif. Non, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas un vecteur de développement. Au sens commercial du terme, pour capter des nouveaux clients ou des nouveaux collaborateurs. Bonjour, moi je voulais vous poser la question par rapport à vos team leaders, puisque vous avez parlé du grand saut et de la crainte que vous aviez de perdre en productivité, etc. Et ma question c'était plutôt comment vous les avez fait monter en compétences pour qu'ils puissent aussi réussir leur mission et que ça ne dégrade pas leur productivité. Le rôle de team leader, il est vraiment central parce que c'est le relais du quotidien, du terrain. Et quand je dis du quotidien, c'est tous les jours. Et donc effectivement, moi en tant que dirigeant, je ne peux pas être tous les jours sur le terrain, malheureusement. Or, accompagner que les team leaders soient tous les jours sur le terrain, c'est ça qui est le plus compliqué. Notre boulot à nous, c'est de les mettre dans des bonnes conditions de réussite. Et après, si ça marche pour moi, et je le vois avec les miens, c'est qu'ils se posent c'est eux qui deviennent auto-apprenants par rapport à leur pratique.
On va pas régler tous les problèmes, mais on va auto-apprendre et ils vont se challenger. Et Christophe a beaucoup insisté là-dessus chez nous cette année, en disant mais mettez-les dans une pièce et faites-les collaborer, soyez pas débiles, les laissez pas isolés les uns avec les autres. Donc il y a leur donner des bonnes conditions de travail ou des bonnes conditions de réussite, leur permettre de passer du temps ensemble, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils passent beaucoup de temps ensemble et de plus en plus, ça attire le sujet. Et ensuite regarder et s'émerveiller de la magie qui s'opère, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des freins ou des difficultés que vous n'avez pas su résoudre aujourd'hui? Il n'y a que ça, en fait. C'est jamais fini. Enfin, moi, je suis jamais satisfait de rien. Mais en vrai, on est toujours en train de bosser sur le problème d'après. Donc, en fait, on n'est jamais content. C'est un truc, d'ailleurs, sur lequel les sensei, comme Christophe, nous alertent. C'est, les gars, célébrer les victoires. Parce que vous, vous en foutez. Vous avez votre système. C'est pas grave si vous êtes... Enfin, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise bravo ou de vous auto-congratuler parce que c'est pas votre cam. Mais pensez à dire bravo à vos équipes parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Donc, bravo, l'équipe. Tous ceux qui sont là. Et est-ce que ça a généré des départs de gens qui n'ont pas adhéré à la démarche et qui ont préféré quitter l'entreprise? Oui. Oui. Et là-dessus, Christophe avait été très clair avec moi la première fois qu'on a commencé à travailler. Il me dit prépare-toi. Ça va faire un peu le phénomène centrifugeuse. Il y a des gens qui vont se ramener au centre et puis il y a des gens qui vont s'extraire tout seuls. Donc prépare-toi à cette situation-là. Après, il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à craquer. Aujourd'hui, le management visuel m'en obéit à moi, il n'est toujours pas visuel. Il est dans ma tête. Donc c'est quand même grave. C'est plutôt très, 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 très grave. Donc c'est cet effort, effectivement, de rendre visuel les choses. La mesure des progrès, elle a été posée la question tout à l'heure dans un atelier. Comment j'ai mesuré que j'ai avancé? On ne le voit pas. On le voit pas. Le fait que c'est dur, on nous a dit un jour, vous commencez à nous casser les pieds, à toujours montrer les problèmes. Donc ça, c'est dur. Donc on a relâché. Voilà, c'est trouver le... Il y a un autre truc, moi, que j'ai toujours pas compris, c'est toute la terminologie qui entoure le lean. C'est des trucs, moi, je parle pas le japonais et c'est compliqué pour moi. Très, très compliqué pour moi. Donc ça, j'ai toujours pas craqué ce truc-là. Voilà, je reste assez hermétique au langage qui est utilisé par mon sensei, par exemple. Moi, j'avais pensé au départ, bon, parce qu'il me coûte cher, donc j'avais dit, ça va durer 6 mois et dans 6 mois, j'ai plus besoin de toi parce qu'on aura tout fait. Non, ça fait 6 ans. Quand on veut mettre en place le lean et qu'il ne se sent pas à sa place, en fait, on ne critique pas, on ne juge pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'on le laisse, il reste dans son coin. Et au vu des résultats, il va venir petit à petit, doucement, à son rythme, mais il va venir. Et ça, on l'a vu chez certaines personnes qui étaient assez introverties, qui n'osaient pas. Ben aujourd'hui, pas de problème. Moi, Sylvie, elle m'a accueilli les bras ouverts. Je veux dire... Alors, Sylvie, c'est la plus ancienne de mes collaboratrices. Sylvie, elle avait une logique, elle, dans sa tête. Son schéma de pensée, c'était command and control. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est Sylvie, c'est je veux ne voir qu'une tête. Et il y en a une qui dépasse, je donne une baffe. Elle fait 1m90, je peux vous garantir que ça porte. Et Sylvie, sans doute, la transformation même du lean, c'est qu'aujourd'hui, elle a complètement changé son regard et sa manière, effectivement, de piloter. Voilà. Et c'est devenu même un exemple aujourd'hui dans notre équipe. Et c'est lean. NY, non? Donc, on a la chance ce soir d'avoir Francis du château Capion, voilà, à Agnan, qui va nous présenter ses vins. Donc, vous pouvez déguster ou vous pouvez simplement boire un verre, voilà, mais il va nous dire quelque chose. Je savais pas que je devais parler, mais c'est pas grave. Je parle jeux vidéo ou je parle vin, du coup? Donc moi je suis Francis, on se connaît depuis quelques années effectivement parce que je suis aussi client de RSM via ma société de jeux vidéo qui s'appelle Plugin Digital, qui est un éditeur de jeux vidéo qui est basé à Montpellier. Et récemment j'ai acheté un domaine viticole parce que j'avais peur de m'ennuyer un petit peu. Sur le coup je suis pas déçu. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire déguster nos vins. Le domaine s'appelle Château Capion, on est basé à Agnan, Gignac, Agnan. On est en appellation Terrasse de Larzac. Et c'est un domaine de 65 hectares quand même. Donc ça fait, pour vous donner une idée, c'est 200-250 000 bouteilles par an.
Voilà. Donc si vous avez soif ce soir, il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut. Et on est entièrement bio, tout le domaine est bio depuis 2020. Et pour la petite histoire, petit achievement personnel, puisque je l'ai racheté à un oligarque russe. Donc voilà, ça restera ma petite victoire quand même. J'ai kické un russe hors du territoire. Donc voilà, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Je pense que c'était la première et dernière fois. Et voilà, j'aurais plaisir à vous faire partager tout ça. Il y a des vins pour boire, et plus j'ai amené d'autres vins pour ceux qui veulent déguster et avoir une meilleure vue de tout ce qu'on fait. Voilà, à votre disposition. Et merci à Thomas et aux équipes pour l'invitation. Juste, je clôturerai, mais vraiment, merci infiniment. Moi, vraiment, et avec Agathe, notre rôle, c'est de rendre accessible le Lean. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je continuerai à insister, etc., etc. Merci beaucoup. On voit la pratique du Lean dans d'autres entreprises. On apprend à chaque fois plein de choses et on rencontre énormément de monde. Pour moi, le Lean, c'est vraiment un mindset. Comment on embarque tout le monde pour réussir nos objectifs, une nouvelle façon de s'organiser qui est beaucoup plus visuelle et où on travaille sur les problèmes. Donc vous ne pratiquez pas le Lean. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je retrouve un peu les méthodes que Thomas essaie de nous donner en fait dans le travail. Quand il nous dit qu'il faut quitter notre partie production pour dialoguer avec les équipes plutôt et progresser nous aussi, voir nos propres problèmes dans l'entreprise, quoi. Vous pratiquez toutes les trois le Lean dans vos activités? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Bon, du coup, moi, ça a organisé au niveau de ma charge, surtout de travail, parce que moi, en fait, je valide des gestionnaires de paie dans la rédaction des contrats de travail. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on passait énormément de temps à valider les contrats de travail, qu'il y avait beaucoup d'erreurs et surtout de manière très récurrente qui ressortaient des contrats. Et on s'est dit, pourquoi pas finalement faire un suivi dans un premier temps pour voir en fait où est la difficulté. Est-ce que ça provient d'un manque de formation? Est-ce que c'est juste en fait qu'ils n'ont pas le temps et du coup les sujets sont bâclés? Et on a mis du coup en fait ce système de suivi en place et donc à travers le Lean du coup. En fait à terme on a réussi à avoir des contrats qui étaient relativement justes et on a clairement diminué notre temps de travail de 50% en fait sur la validation de contrats juste par le biais de ce suivi. 5 sites mis en ligne par mois, on est capable aujourd'hui à même effectif à faire 35 à 40 sites par mois. Alors moi le Lean ça m'a apporté deux choses parce que je suis arrivée dans l'entreprise et le Lean était déjà bien implanté sur la partie production et pas beaucoup dans les services support dont je fais partie. Donc au niveau de mon service, moi ça m'a permis de travailler sur les bons problèmes et de les cibler parce que sinon on est un peu noyé sous une masse qu'on ne voit pas. Donc rendre visibles les problèmes c'est un peu la base mais ça m'a beaucoup aidé. Et du coup à fédérer aussi mes collaboratrices autour de ces rituels. On a créé une meilleure cohésion d'équipe. Et après moi, à titre plus personnel, de par ma fonction responsable RH, ça m'a permis de mieux travailler au support des équipes de prod dans la philosophie et la logique de ce qu'ils déployaient en matière de Lean. Super soirée, on a appris plein de trucs. Il y a pas mal de monde, vraiment merci encore. Qu'est-ce que tu as vu toi ce soir? Des collaborateurs heureux. Ce qui est très particulier dans le monde des experts comptables, c'est que c'est des gens pour qui refaire, attendre, c'est la normalité. Ça les sort vraiment de leur schéma de pensée habituel et pour certains c'est certainement une très grande révolution d'imaginer comme ça. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est que ce sont des comptables et lorsqu'ils ont démarré leur approche, ils n'ont pas du tout regardé les chiffres. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un super moment. Et prochain Lean & Wine le 24 octobre. Le lieu? On le donne ou pas, ou on dit la surprise? Non, mais ce sera un très beau lieu. Bon, donc, très beau lieu, belle surprise. Et bonnes vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances?